La mort mystérieuse de Michel van Hemster. Le corps de Michel van Hemster a été retrouvé le matin du 15 avril 1994 au large des côtes de San Diego, en Californie. La cause de la mort était initialement inconnue. Cependant, comme il manquait une grosse partie de sa jambe droite, il a été supposé qu'un requin avait causé sa mort. Sauf que les circonstances entourant l'affaire ont donné lieu à différentes théories sur ce qui aurait pu arriver à Michel la nuit du 14 avril, et ont laissé entendre qu'il pourrait s'agir d'un acte criminel. Michel est né en 1968 et a toujours vécu dans l'État de Californie. Elle a grandi à San Carlos, qui est situé près de San Francisco, et faisait partie d'une grande famille de 5 filles. Après avoir obtenu son diplôme de l'école de Notre-Dame en 1986, Michel a poursuivi ses études au collège Sainte-Marie. Les choses ont pris une tournure inattendue pour Michel lorsqu'on lui a diagnostiqué un cancer. Mais heureusement, Michel a combattu la maladie et 1 an plus tard, elle était en rémission. Michel décide de fêter ça en grande pompe et elle s'y emploie avec brio, en louant une maison à Loma Portal, une région pittoresque qui surplombe la baie de San Diego. Michel a vite besoin de changement et elle quitte sa confortable maison de Loma Portal pour quelque chose d'un peu plus pittoresque que des gens considéreraient comme une maison partagée, plutôt désenchantée. L'adresse, au 4999 Muir Avenue, à Ocean Beach. C'était un quartier que certains qualifiaient d'éclectique et de bohème, mais que d'autres jugeaient simplement par son taux de criminalité qui était supérieur à la moyenne. Mais pour Michel, une seule chose comptait, elle était proche de l'océan. Michel était décrite comme un esprit libre. C'est à cette époque qu'elle s'est fait tatouer un papillon sur l'épaule droite. Michel était loin de se douter que dans les années à venir, ce tatouage aiderait les enquêteurs à identifier son corps. Michel a été vue pour la dernière fois à San Diego le 14 avril vers 20h lorsque son amie et colocataire Coco Campbell l'a déposée à la jetée située à 6 pâtés de maison de leur domicile à la demande de Michel. Elle portait alors un trench coat vert et avait son sac à main avec elle. Les 2 jeunes femmes avaient prévu d'assister à un concert des Pink Floyd ce soir-là. Mais lorsqu'elles sont arrivées sur place, elles ont découvert qu'elles avaient accidentellement acheté les mauvais billets et qu'elles n'étaient pas autorisées à y assister. Évidemment, c'était décevant, mais les filles ont pris le chemin du retour. Et en chemin, Michel avait demandé à Coco de la déposer. Coco s'est souvenu plus tard que son amie semblait être d'humeur bizarre ce jour-là. Michel n'est pas rentré à la maison ce soir-là. Ce qui s'est passé ensuite est resté largement un mystère, mais nous savons que c'est la dernière fois que ses amis ou sa famille l'ont vue vivante. Curieusement, le sac à main de Michel a été retrouvé le lendemain sur une plage très fréquentée, à plus de 3 kilomètres de l'endroit où le corps de Michel a été retrouvé. Au petit matin du 15 avril, quelque chose a attiré l'attention de David Corriea, un surfeur de 20 ans. Un groupe de mouettes semblait se tenir sur l'océan. Environ 6 de ces charognards picoraient quelque chose qui flottait juste au-delà de la jetée. Naturellement, David était curieux de voir ce que les oiseaux avaient trouvé et a appelé le seul surfeur qui se trouvait à proximité. Il s'agissait de William Dostale, qui vivait à Loma Portal, l'ancien quartier de Michel. William était plus proche que David de ce qui flottait dans l'eau. Il a donc pagayé et les oiseaux se sont dispersés. C'est alors que William a vu pour la première fois le corps nu et déchiqueté de Michel. Les surfeurs ont immédiatement regagné le rivage en pagayant pour avertir les autorités de ce qu'ils avaient trouvé. Le corps de Michel a été retrouvé plus tard dans la journée par 2 bateaux de sauveteurs. Il a été retrouvé flottant, face vers le bas, dans un lit de varech, à quelques centaines de mètres de la côte. Bien qu'elle soit nue, Michel portait encore ses bracelets et ses bagues. Son tatouage de papillon était visible sur son épaule droite. Gardez bien à l'esprit qu'à ce stade, les autorités ne savaient pas qui était cette jeune femme.
Et comme son corps présentait un traumatisme si clair et si évident, elle a été ramenée pour être examinée par le médecin légiste. Robert Angel était l'homme chargé d'accomplir cette tâche, et il a d'abord examiné le corps de Michel sur le pont du bateau nommé Rescue One. Son rapport a noté de grandes blessures de type déchirure avec des tissus manquants sur le corps. La majeure partie de la jambe droite de Michel était manquante et Robert a déterminé qu'elle n'était pas restée longtemps dans l'eau. Le rapport ne mentionne pas de cause précise de la mort. Toutes les personnes impliquées ont cependant supposé qu'un requin, ou plus, avait probablement malmené Michel. L'autopsie officielle de Michel a été réalisée le 16 avril par le médecin légiste de San Diego, Brian Blackburn. Ses blessures donnaient une image très différente de ce qu'avaient été les derniers instants de Michel. Son visage était couvert d'éraflures et d'échymoses, son cou était brisé, sa jambe droite a été sectionnée à mi-cuisse. Ses fesses ont été complètement mutilées et ses bras et sa jambe restante n'ont pas échappé au même sort, présentant également des tissus déchiquetés et des os exposés. Certaines de ses côtes avaient été cassées ou fracturées et son bassin était brisé. Michel avait fait une hémorragie interne et avait du sable dans la bouche, la gorge, les poumons et l'estomac. Cela a indiqué à Brian Blackburn que Michel était vivante lorsqu'elle a reçu ses blessures avant de se noyer. Malgré toutes ces informations, il ne savait toujours pas qui était cette femme et comment elle avait pu finir ainsi. Il s'était senti suffisamment confiant pour conclure que la femme était morte à la suite d'une attaque de grands blancs. Puis, qu'elle fut tout simplement la nourriture des requins bleus. Il a fait cette évaluation alors qu'il n'avait jamais pratiqué d'autopsie sur une victime d'attaque de requins auparavant. Cette conclusion a été fortement remise en question par les experts en la matière. Il ne faudra pas longtemps pour que le nom de Michel van Hemster soit lié au corps retrouvé flottant le long de la côte. Denise Knox se souvient avoir regardé le journal télévisé le soir du 16 avril à 22h. Lorsqu'il a été question du corps non identifié d'une femme portant un tatouage de papillon. Michel travaillait à cette époque à la station Cabrio et Supplément pour Bureau, qui appartenait à Denise. Et il se trouve qu'elle correspondait exactement à la description de la femme qui avait été trouvée. Michel n'était pas non plus venu travailler le vendredi et le samedi. Denise a tout de suite téléphoné à la police qui l'a mise en relation avec le bureau du médecin légiste. Apparemment, plusieurs faux appels avaient déjà été reçus. Après une demi-heure de discussion avec le médecin légiste, Denise a mentionné quelque chose que personne d'autre ne pouvait savoir. Elle a dit au coroner que Michel ne se rasait ni les aisselles ni les jambes. En entendant cela, on lui a demandé de venir et de faire une identification. Denise et son directeur de magasin ont fait le trajet et sont arrivés peu après minuit. On a montré à Denise une image Polaroid du visage de la femme et elle l'a immédiatement reconnue comme appartenant à Michel van Hemster. Naturellement, dès que la nouvelle est tombée, les gros titres ont été couverts de requins blancs pendant les semaines qui ont suivi, ainsi que des témoignages différents de la part de ceux qui connaissaient Michel. Bizarrement, elle a été décrite sous des angles très différents selon le récit que l'on choisit de croire. Certains disaient qu'elle était une hippie, d'autres qu'elle était tout simplement une fêtarde acharnée. Certains disaient qu'elle méditait au bord de l'océan tous les jours, d'autres qu'elle en avait très peur. Indépendamment de tout cela, une chose est indiscutable, l'amour de Michel pour l'océan. Lorsque les gens ont commencé à entendre parler de l'affaire, l'intérêt s'est accru et des questions ont commencé à être posées. Cela a coïncidé avec la fin de l'enquête. Alors, est-ce que tout était aussi simple ? Michel a-t-elle été victime d'un grand requin blanc, opportuniste, et s'est-elle noyée à la suite de l'attaque ? Les forces de l'ordre local et le médecin légiste le pensaient, mais les experts en requins et les comportementalistes ont commencé à intervenir et ont soulevé de sérieuses questions sur ce qui était réellement arrivé à Michel.
Après que ces questions eurent été soulevées, Brian Blackburn s'est demandé « Mais si ce n'était pas un requin blanc, qu'est-ce que c'était ?» Et cela semble être la question qui refait toujours surface. Qu'est-ce qui aurait pu infliger autant de dommages au corps de Michel ? Le 18 avril, un expert en requins, Ralph Collier, a été cité dans le San Diego Union Tribune, confirmant la présomption d'une attaque de requins sur la base des rapports préliminaires. Cette option a beaucoup changé quand il a vu les restes de Michel, en particulier l'os de sa jambe. L'une des choses qui m'a frappé est l'état du membre, avait déclaré Ralph à l'auteur Dave Good en 2013. Lorsqu'un requin blanc mord une partie d'un membre, la cassure est nette, presque comme si vous l'aviez passé sur une scie à table. Ce qui restait du fémur de Michel était tout sauf ça. Cela ressemblait à ce qui se passe lorsque vous prenez un morceau de bambou et que vous le réduisiez avec la pointe d'un couteau. L'os s'est brisé en pointe. Ce type de blessure est causé quand un os est tordu sous une très grande force. Comme exemple, il a utilisé l'hélice d'un bateau comme être la chose qui aurait pu causer de telles blessures. Mais il était certain qu'elle ne provenait pas d'un requin. J'ai regardé près d'une centaine de photos de cas que j'ai examinés au fil des ans et je n'ai jamais vu d'os qui arrivait en pointe. Ralph Collier n'est pas n'importe quel fanatique des requins. Il est internationalement reconnu comme la principale autorité en matière de comportement et d'écologie des grands requins blancs de la côte pacifique, ainsi que le fondateur de l'association de recherche sur les requins. Ce n'est pas la seule raison que Ralph a fait remarquer à Dave. On a trouvé du sable dans sa bouche, dans sa gorge, dans ses voies nasales, dans ses poumons et dans son estomac. Pour que tout cela se produise conformément aux conclusions de l'autopsie, il aurait fallu que le requin saisisse Michel et la pousse la tête la première au fond de l'océan pour qu'elle ingère cette quantité de sable. Ralph a poursuivi en expliquant que ce n'est pas quelque chose que les requins font. Il aurait fallu que Michel soit vivante pour que ce sable pénètre dans ses poumons et son estomac. Si un requin lui avait arraché la jambe, elle se serait vidée de son sang en quelques secondes. Alors, quelles étaient vraiment les causes de ce qui est arrivé à Michel ? Excluons la théorie du requin pour l'instant, car des preuves solides ont été données pour expliquer pourquoi elle n'a pas été victime d'un requin. La première théorie est que Michel est sorti se baigner nu cette nuit-là. Une connaissance dont nous reparlerons bientôt avait mentionné qu'elle l'avait déjà fait. Et elle s'est noyée. Elle a peut-être été prise dans un courant et a fini par être projetée contre les rochers situés le long du rivage, ce qui expliquerait ses os brisés. Si elle n'était pas encore morte à ce moment-là, elle a pu perdre connaissance et se noyer. Et c'est alors que son corps a été dévoré par les requins bleus charognards. Mais il y a des faits qui vont à l'encontre de cette théorie. La température de la mer aurait été de 15 degrés cette nuit-là. Une température peu propice à un bain de minuit dans l'océan. De plus, le soir du drame, c'était la marée haute. Et le temps était très nuageux. On peut dire que personne ne serait d'humeur de faire un bain de minuit. La deuxième théorie suggère que Michel serait tombée de la jetée de Sunset Cliffs et elle en serait morte. L'eau se base à 122 mètres au bas de Sunset Cliffs, donc une chute de cette hauteur causerait sans aucun doute des dommages incroyables à quelqu'un. Ces pics sont un lieu de visite populaire à San Diego, où les gens viennent admirer le coucher du soleil au bord des falaises dorées. Ces falaises dorées tirent leur couleur du gris tendre dont elles sont faites et qui a été connu pour s'effondrer et causer des décès dans le passé.
La troisième théorie est que Michel a été assassiné. Les faits relatifs au sac à main de Michel viennent étayer la théorie selon laquelle quelqu'un est impliqué dans la mort de Michel. Le sac à main de Michel avait été retrouvé le 15 avril par un couple vers 23 heures au pied d'une digue, à environ 3,5 km de l'endroit où Michel a été retrouvé. Lorsque le sac à main a été remis aux autorités, les éléments suivants ont été trouvés. Les clés de Michel, son permis de conduire, du maquillage, un chèque de salaire non encaissé et 27 $ en liquide. Vous vous demandez peut-être pourquoi cela indique que quelqu'un est impliqué dans la mort de Michel ? N'aurait-elle pas pu les laisser elle-même ? Eh bien, la partie de la plage où le sac a été trouvé est très fréquentée, ce qui signifie qu'il est peu probable que personne ne l'ait remarqué pendant 24 heures. C'est-à-dire que quelqu'un a laissé son sac bien après que Michel soit parti. Maintenant, si Michel avait été effectivement assassiné, qui en serait responsable ? Les théoriciens ont désigné 2 suspects officieux dans cette affaire. Le premier étant Edwin Decker, la connaissance dont j'ai parlé un peu plus tôt. Michel et Edwin se sont rencontrés au Café Rumor, le café où Michel travaillait avant la station Cabrio. Michel avait quitté le café à cause d'un harceleur. Elle a quitté son emploi en espérant qu'on la laisserait tranquille. Michel ne savait pas qui était ce harceleur. Elle savait seulement qu'il conduisait une moto. Edwin était un écrivain et un barman qui travaillait près du Rumor. Il prétendait que Michel et lui étaient assez proches. Ils se sont apparemment rencontrés en février 1994. Edwin a admis être attiré par Michel et a dit qu'il l'avait invité à sortir en avril et que Michel avait accepté de sortir avec lui. Le couple sont sortis boire un verre le 13 avril et sont apparemment retournés à l'appartement d'Edwin vers minuit, où ils ont eu une sorte de relation sexuelle. Michel est parti en taxi à 5 heures du matin, le 14 avril, avec la gueule de bois. Vous vous souvenez qu'il a dit que Michel aimait se baigner nu ? Eh bien, c'est quelque chose qu'il n'a dit qu'après avoir appris sa mort et que personne d'autre n'a jamais affirmé. Cela me semble plutôt commode étant donné la façon dont Michel a été retrouvé. Le fait qu'il ait eu une sorte de rencontre amoureuse avec Michel juste avant sa mort est également suspect. Tout comme le fait que Michel était d'une humeur étrange ce soir-là, qui se trouvait être après qu'elle ait passé la nuit avec Edwin. Edwin n'a jamais contacté la police, même lorsqu'il a vu le nom de Michel dans les journaux. La police l'a cependant contacté à l'époque et il a déclaré ce qui suit à propos de leur relation. Il y avait une connexion intellectuelle totale. Je sentais qu'il y avait aussi une connexion émotionnelle, du moins de mon côté. Et nous avions aussi une connexion physique. Il y a eu autre chose qui ne jouait pas vraiment en faveur d'Edwin. Celui-ci a écrit un poème, juste après la mort de Michel, intitulé « Shark Attack ». Voici un extrait de ce poème. Les rapports ont dit qu'il y avait un tatouage, un papillon sur son épaule. Ce dont je me suis souvenu cette nuit-là, sur mon canapé quand j'ai, comme le requin, mâché sa lèvre et enlevé sa chemise. Mais en juin 2008, Edwin a aidé un enquêteur à écrire une lettre au médecin légiste de San Diego pour demander que le cas de Michel soit réévalué. Malgré les preuves concernant la probabilité d'une attaque de requin, aucune modification n'a été apportée au dossier officiel de Michel. Le second suspect potentiel est bien sûr le harceleur. Nous savons que Michel avait quitté son précédent emploi pour essayer de s'éloigner de cette personne. Mais est-ce que ça a vraiment été suffisant ? Denise Knox s'est en fait présentée à la police des années plus tard et a déclaré qu'elle se souvenait d'un jour où, au magasin après la mort de Michel, un homme était entré et avait commencé à imprimer des copies du rapport d'autopsie. Elle ne savait pas qui il était, ni comment il avait mis la main sur le rapport. Mais cet homme continuait apparemment à revenir dans le magasin
et a imprimé d'autres copies. Un jour, Denise a gardé une copie pour elle et dans le coin inférieur de l'une de ses pages, l'homme avait griffonné « Requin bleu, connerie ». Denise a déclaré au San Diego Reader qu'il conduisait une moto. Il y a une dernière théorie que je dois mentionner, à savoir que Michel a sauté de Sunset Cliff cette nuit-là. Cette théorie est largement soutenue par la famille de Michel. Teresa, sa sœur cadette, a écrit un article intitulé « L'Église catholique romaine a violé ma famille », dans lequel elle détaille les abus qu'elle-même, une autre sœur et Michel, en particulier, ont subis sous la direction du père Greg Engel. Michel a été préparé par Engel avant d'être finalement violé par l'homme dans la maison familiale. Il a ensuite quitté la maison et est revenu des heures plus tard pour dîner avec la famille. Les dommages émotionnels que cela aurait pu infliger à une jeune fille auraient été inimaginables. Mais comme c'est souvent le cas avec les pédophiles, lorsque les parents des filles sont allés voir l'homme après avoir entendu les plaintes des filles, ils savaient tout ce qu'il fallait dire pour se soustraire aux allégations. Teresa dit que même s'il pense qu'il n'a violé Michel qu'une seule fois, cela a suffi à tout le bouleverser pour elle. Michel était naturellement très en colère contre ses parents pour avoir pris le parti d'Angèle, ce qui l'amenait à se disputer constamment avec eux. Teresa affirma que Michel avait commencé à boire de l'alcool, à fumer de la marijuana et a même été exposé à la cocaïne alors que Michel était encore au collège Sainte-Marie. Teresa a révélé dans cet article que Michel a en fait abandonné ses études à Sainte-Marie avant d'être diagnostiquée d'un cancer et qu'elle a tenté de s'inscrire dans une école de beauté. Une fois qu'elle avait commencé sa rémission après avoir été diagnostiquée du cancer, Teresa dit qu'elle était retournée à ses anciennes habitudes de hippie. Cependant, ses parents étaient très stricts avec elle. Elle ne prenait pas de drogue, ni tout ça. Comme Teresa l'a dit, elle était restée à l'écart. La sœur de Michel révèle qu'elle a ensuite développé une dépendance à l'héroïne. Teresa avait sa propre théorie de ce qui était arrivé à sa sœur. Elle pense qu'elle a été menacée d'une arme pour être volée et elle a été violée. Teresa se souviendra toujours de ce jour ensoleillé d'avril 1994, lorsque son oncle a frappé à la porte. Il était là pour annoncer à ses parents et à elle-même que le corps de Michel avait été retrouvé flottant dans l'océan. Bien que dévasté par sa mort, nous sommes heureux que Michel ait enfin la paix, une paix qui lui a été volée à l'âge de 15 ans par le père Greg Engel. Une paix que ma famille n'a toujours pas, a écrit Teresa. La mort de Michel était-elle un accident? Était-ce un suicide? Ou quelqu'un a-t-il quelque chose à voir avec le fait qu'elle se soit retrouvée dans l'eau? C'est l'une de ces affaires pour lesquelles il semble que toute conclusion laisse encore certaines questions sans réponse.